Vous avez été victime d'une erreur médicale ou bien l'un des membres de votre famille a été victime de ces dommages collatéraux. Avez-vous contracté une infection à la suite d'une intervention chirurgicale ou avez-vous eu des effets indésirables après avoir pris un médicament? Parfois, quand la chance est de votre côté, vous en sortez avec des séquelles et lorsque la chance n'y est pas, eh bien, vous y laissez votre vie. On appelle cela des erreurs médicales qui se produisent pratiquement dans tous les secteurs de la médecine et c'est de ce sujet que nous parlons aujourd'hui. Où se trouve la responsabilité? Est-ce que c'est aux patients ou bien aux praticiens hospitaliers? Eh bien, oui, vous venez de poser assez de questions. Je pense que nos invités sont des personnes averties. J'ai déjà ici à ma droite Monsieur Alphonse Tourou. Il est victime. Bonjour monsieur. Bonjour. Et à ma gauche, nous avons le président de l'ordre des médecins du Bénin, Monsieur Francis Dossou. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et au téléphone Rock, vous allez recevoir Sartunet Agbani. Il est avocat. très bien, nous allons le recevoir tout à l'heure. Il nous dira si en cas d'erreur médicale, il est possible pour le parent ou bien pour la victime de saisir la justice. Est-ce qu'il est déjà arrivé que la justice ait donné raison justement à ces plaintes? Eh bien, nous allons le voir dans quelques petites minutes, mais déjà sur ce plateau, comme vous avez commencé à le présenter, nous avons quelqu'un qui a été victime, je ne sais pas, c'est vous-même ou bien c'est votre épouse. Et c'était en quelle année déjà? C'était en 2006. En 2006. Plus précisément le 20 mars. Le 20 mars 2006. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas encore à digérer vous avez dit que votre épouse est passée de vie à trépas. Absolument. Et depuis 2006, vous n'avez pas encore digéré cela. Dites-nous que s'est-il passé, mais je vous en prie, ne citez pas de nom, ne citez pas de nom d'hôpital. Non, d'accord? Oui, non. Vous exposez les rassurez-vous, faits. rassurez-vous. Nous avons une autorité sur ce plateau qui va vous écouter et qui pourra peut-être vous fournir des explications s'il y a lieu de le faire. Vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai que ça fait déjà pratiquement 14 ans, mais c'est comme si c'était hier que les faits se sont produits. Ils ne sont pas digérés. Ok. Ma femme devait accoucher. Et c'est du CNHU. En fait, qu'elle a été détournée vers la clinique. Ce centre qui a un mouroir qui abusivement est appelé clinique. Elle est partie là-bas pour sa première consultation. 2 ans plus tôt, elle a connu une situation très malheureuse parce qu'elle a fait un mondé. Et c'est le jour même qu'elle devait accoucher qu'on s'est rendu compte que l'enfant était déjà mort. Donc, lorsque 2 ans après, elle a contracté la nouvelle grossesse, donc elle n'a pas pris le risque d'attendre, elle s'est rendue au CNHU. Puis c'est là où la première naissance avait eu lieu. Donc elle était dans les rangs naturellement. Lorsque celle qui délivre les carnets l'a approchée pour dire, écoute madame, très bientôt vont commencer au CNHU des grèves perlées. Alors si tu veux vraiment te faire mieux soigner, ok. C'est comme ça qu'on lui a indiqué la clinique en question. Ayant connu cet antécédent malheureux, ok. C'était un bon génie qui l'avertissait. C'est comme ça qu'elle a pris ses clics et elle s'est rendue dans la clinique qu'on lui a recommandée. Bon. La suite, c'est que finalement, c'est dans cette clinique-là qu'elle a connu la mort. Et c'est à quoi vous étiez là ou bien on vous a raconté ce qui s'est passé? Je ne quittais pas ma femme. Je partageais tout avec elle, même ses douleurs.
On était au 17 mars quand le processus a été déclenché. Ceci à mon insu. D'accord. Pour mon cas, ce n'était pas une erreur médicale. C'est beaucoup plus des fautes professionnelles. Ah oui, vous en avez la preuve. Mais, Vous n'êtes pas médecin. Oui. mais attends. Je ne saurais dire ce qui s'est passé à l'intérieur du bloc. Mais ce que je sais, c'est que l'oxygène qui devait être apporté demain, c'est dans une autre clinique que nous sommes allés chercher l'oxygène. Pas moi-même. Ce n'est pas qu'on a envoyé, c'est moi-même qui suis allé chercher l'oxygène là avec le chauffeur de la responsable de la clinique. Vous voyez? Donc, de Védocor, on est allé à Agla, dans la clinique. S'il vous plaît, ne citez pas de nom de clinique, s'il vous plaît. Non, c'est là où nous sommes allés chercher l'oxygène. Oui, même si c'est là où vous êtes allé chercher, ne citez pas. Maintenant, à Agla, l'oxygène qui devait être apporté demain, même s'il y avait un motard devant nous, imaginez combien de minutes on allait passer pour quitter, je peux vous citer le quartier. Non, c'est bon. Okay. Non, ne citez même pas. Parce ok, qu'on d'accord. près, Ok, donc, oui. voilà. Et nous sommes arrivés avec l'oxygène. Et quand on est arrivé, déjà devant la clinique, il y avait deux ambulances. Celle de, je peux citer Du CNHU, certainement. Du CNHU et de l'OMEL. Donc, c'est dans celle du CNHU que ma femme a été mise et conduite là-bas. Mais on m'a dit que c'est pour une meilleure prise en charge. Laquelle a été référée vers le... vers le CNHU. D'accord, ok. D'accord. Bon. C'est après qu'on a su qu'elle était même morte déjà dans la clinique. Et c'est pour camoufler les choses que... Bon, on a dû dire que c'est... Et il a suffi qu'on n'ait pas d'oxygène pour que vous qualifiez cela de faute professionnelle, n'est-ce pas? C'est ce que vous reprochez justement au traitement qui a été pris en charge, puisque vous n'étiez pas témoin et ils n'ont pas abandonné votre femme sur le lit d'hôpital, mais vous avez constaté qu'il n'y avait pas d'oxygène pour pouvoir la prendre en charge. C'est moi qui suis allé chercher l'oxygène. D'accord. Dans une autre clinique. D'accord, très bien. Monsieur Francis Dossou, vous êtes président de l'Ordre des médecins du Bénin. Lorsque un patient vous rapporte ces genres de faits, que faites-vous? Vous soupirez. Oui, je soupire d'abord parce que c'est d'une tristesse indescriptible quand il y a des faits de ce genre qui, au lieu d'apporter la santé, de contribuer à maintenir la vie, entraînent plutôt, dans le meilleur des cas, des handicaps, des séquelles, et dans le pire des cas, le décès. Toutes mes condoléances, Monsieur Alphonse. Non, c'est vrai, la question m'attriste personnellement, parce que c'est pas ça le but. Le médecin a l'obligation de tout faire pour maintenir la vie, même quand cette vie est encore dans le sein de la mère. C'est une obligation, c'est un devoir. Bon, je crois qu'il faut aussi, par rapport à l'histoire de M. Alphonse, faire la part des choses. D'accord. L'erreur médicale, si on l'appelle erreur médicale, c'est que le médecin s'est trompé. Il s'est trompé dans son diagnostic, ou bien il s'est trompé dans le traitement qu'il doit appliquer. La faute, l'erreur peut être fautive ou non fautive. Donc, quand je ne connais pas, je suis incapable. Donc, mes études, elles ont été longues, elles ont été dures, mais malgré ça, il y a quelques détails que j'ai oubliés, que je n'ai pas retenus ou j'ai mal compris. Et l'erreur peut être due peut-être à la négligence. On n'a pas fait attention, on a oublié de tenir compte de telle chose. Mais la faute,
c'est quand on a fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. C'est quand il y a un manquement à des règles établies, à des protocoles établis, et quand on est passé outre ces principes-là, là, ce n'est plus une erreur, c'est une faute. Mais lorsqu'on prend le cas d'espèce, à un moment donné, on a eu besoin de l'oxygène. Est-ce que vous voyez? Il n'y avait pas d'oxygène dans le bloc opératoire. On a dû demander aux parents de la patiente d'aller chercher lui-même de l'oxygène. Est-ce que là, ce n'est déjà pas... dans quelle catégorie peut-on classer là, ce n'est pas une erreur. Ni médicale, ni de soins, parce qu'il y a une différence entre l'erreur médicale qui est due au médecin. Ils ont prévu, dans un bloc, il doit y avoir c'est une obligation, ce sont des normes qui existent. Oui. Quand on va pour visiter une clinique qui veut avoir un bloc opératoire, quand on visite la salle d'opération, ce sont des détails dont on tient compte pour dire oui, vous pouvez ouvrir votre bloc opératoire, non, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Quand il n'y a pas d'oxygène dans le bloc opératoire, monsieur, vous n'ouvrez pas votre clinique. C'est tout simple. Et donc, il y a des règles. Alors, quand vous enfreignez ces règles-là, ce n'est plus une erreur, c'est une faute. C'est une faute. Parce que c'est défini. L'erreur, c'est quand on ne sait pas. Quand on n'a pas fait exprès, là, on a fait une erreur. Oui, à ce moment, c'est une erreur médicale. Elle est aussi dommageable, puisqu'il y a aussi des préjudices, il y a des handicaps, il y a parfois la mort, mais ce n'est pas, c'est pas forcément une faute. On apprend par exemple qu'après certaines interventions chirurgicales, on oublie parfois certains outils qui ont servi à faire l'opération, parfois du coton à l'intérieur de la patiente. Est-ce que ça, c'est une faute ou bien une erreur médicale? Vous êtes bien tombé parce que je suis, comme par hasard, chirurgien. Oui. C'était une erreur. C'était une erreur du temps où on n'avait pas pris les dispositions pour pallier à ce genre d'erreur. Mais désormais, depuis pas mal de temps au plan international et même au Bénin, on a été appuyé par certains organismes internationaux, il y a ce qu'on appelle les checklists. En anglais, c'est un anglicisme. Checklist, que même l'OMS a implémenté, disons, conseillé, sinon même imposé, dans lesquels qui font que, avant toute intervention, on compte le nombre de pinces, on compte le nombre de compresses, on compte tout. Pendant l'intervention, juste avant de fermer, on recompte, et quand on a fini et fermé, on recompte. Bon, alors si une compresse est oubliée quelque part, ce n'est plus une erreur. Là, c'est une faute. Là, c'est une faute, puisque la règle existe, le protocole existe. Et si vous ne le suivez pas, c'est que vous avez commis un manquement à votre devoir, au protocole, et là, c'est une faute. Et là, vous allez peut-être interpeller l'avocat tout à l'heure, c'est une faute. Ces erreurs peuvent-ils provenir du patient même? Est-ce que c'est possible? Non, pas ce type d'erreur. Si on oublie une compresse dans son ventre... Non, pas ce type d'erreur, mais les erreurs médicales en général. Les complications, etc. Oui. Est-ce que le patient peut être à l'origine? Tout dépend de la maladie, tout dépend effectivement du patient, mais dans ces cas, ce ne sont pas forcément des erreurs médicales. Parce que l'erreur médicale, c'est quand le médecin il s'est trompé. Il ne peut pas se tromper si, bien sûr, s'il ne sait pas. S'il ne sait pas, par exemple, qu'un patient, je vais prendre un mauvais exemple, est diabétique, et qu'il prescrive du sérum glucosé. Oui, s'il ne sait pas, c'est une erreur. Mais en fait, il aurait dû savoir, parce qu'il a l'obligation de faire en sorte que ces prescriptions ne portent pas préjudice aux patients. Mais vous savez qu'il y a de ces patients qui ne donnent pas toutes les informations au médecin. Oui, à ce moment, le patient a poussé son médecin à l'erreur. Mais avant lui-même de poser le traitement, il doit avoir fait des analyses. Il ne peut pas se mettre à donner du sérum glucosé à n'importe quel patient parce qu'il est venu comme ça. On n'a pas toujours le temps de faire les analyses. D'autant plus qu'ici, l'analyse est payée de la poche du patient. Ouais. Bah oui. Là, c'est un autre véritable problème. Ça, c'est un autre problème. D'accord. Il y en a beaucoup de problèmes. Alors, monsieur Thon, lorsque
le drame s'est produit, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez saisi des instances, vous avez saisi la justice pour réclamer peut-être des sanctions? Ou qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui vous a été donné comme réponse? Ok, mais avant de répondre à votre question, Oui. il y a une précision que je voudrais apporter. On ne m'a pas dit va chercher l'oxygène. Donc, la responsable de la clinique, après qu'elle est sortie plusieurs fois, c'est vrai que l'opération n'a pas été menée par elle seule. C'est vrai qu'en sa qualité de responsable de la clinique, elle était là. Mais elle était accompagnée d'autres personnes qui étaient là. Mais elle-même, elle est sortie plusieurs fois, elle est retournée dans le bloc autant de fois. Mais c'est la énième fois qu'elle est sortie, qu'elle a demandé à son chauffeur d'aller chercher l'oxygène. C'est là que j'ai accompagné le chauffeur. Ce n'est pas qu'on m'a dit va chercher l'oxygène. Donc, mais là, ça prouve, si elle est sortie, ça veut dire qu'elle était vraiment préoccupée du cas de votre épouse, qu'elle faisait tout pour la sauver et que je n'ai pas dit le certainement... contraire. Ok. Je n'ai pas dit. J'ai dit ce qui s'est passé à l'intérieur du bloc. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Et est-ce pourquoi- que jusqu'à aujourd'hui, on vous a expliqué? Est-ce que vous avez intenté des actions pour Absolument. avoir des éclaircissements, pour avoir le dossier médical de votre épouse? Est-ce que vous Absolument. l'avez eu? Absolument. Mais je ne l'ai pas eu. Il n'y a rien que j'ai pu faire. Ce n'est pas une première fois qu'on me reçoit sur un plateau de télévision. D'autres télévisions sœurs m'ont déjà reçu. Et je me tue à expliquer la même chose. Je l'ai fait hier, je le fais aujourd'hui, demain je le ferai, tant que je n'aurai pas de satisfaction. Parce qu'il faut qu'on puisse me dire exactement, voici de quoi ta femme est morte. Vous voulez dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas obtenu réparation? Réparation, même pas un début. Même pas un début. La réparation, c'est d'abord Bien, ce que nous vous voudrons. vous êtes adressé à quelle structure d'abord? Mais écoute, à l'Ordre national des médecins du Bénin, le ministre de l'époque, non, pas le ministre de l'époque, mais 3 ans ou bien 4 ans plus tôt, un ministre nous a reçus. Un ministre de la République nous a reçus. Et c'est désolé de ce qui s'est passé. Bon, c'est des conseils, mais il n'y a pas eu des actes D'accord. Oui. qui aient reprimé Oui. une telle Mais la question de déviance. savoir si vous êtes allé voir un avocat pour lui poser votre problème. C'est le moment de vraiment remercier l'ONG. On ne va pas citer de nom, s'il vous plaît. Bon, au moins une ONG. Bon, il y a une ONG qui avait pris le problème à bras le corps D'accord. à travers son premier responsable. On a mené tout ce qu'on devait faire. Les actions ont été menées. Un avocat a été constitué. Mais le processus n'est pas allé à son terme. Il y a toujours des blocages. On dit, mais écoute, il y a eu ci, il fallait ça. Et c'est là où nous en sommes. C'est ça. Rien n'a bougé. D'accord, très bien. Je vois le président de l'Ordre des médecins qui boule d'impatience de prendre la parole. Oui, oui. Mais nous allons rapidement voir ce que pensent aussi les citoyens qui sont aussi des usagers de ces hôpitaux et qui ont soit été victimes ou bien ont des parents qui ont été victimes de ces erreurs ou bien de ces phénomènes dont nous parlons sur ce plateau. Nous allons les écouter. Kayi de non télé ko dan table mo de ko no fin we ti sin we ko no le blow kaka ni ko ne vi ko wa asamen bio e we de na wa ni le su peto e je ojiti we blo ham go e do jimi de wa da lo mi o tuche wa zian document we e gbe town e so to gbe town do jimi de mi kun de nto jimi de no mo si lo ta ru mi de kunu kwa mo si ne mi o we do mo town do gbe o sin ko mo so jibi ro fin ya atente la gunu e wa yi de ka wa fin e o san me we wa. Si ce n'est pas un manque de compétences, comment la personne peut avoir mal au dos et que je dise que la personne a mal aux yeux? Donc, naturellement, c'est un manque de compétences. Et aussi, les médecins ne se donnent pas le temps de bien vérifier ce qu'il y a lieu de faire, de faire ce qu'il y a lieu de faire. Il faut qu'on mette chacun à la place qu'il mérite. Vous voyez un peu? C'est un peu comme si tu as le CEP, on va te
on va te mettre à la place d'un directeur général alors que tu n'as pas le diplôme requis pour pouvoir diriger quelque part, tu comprends, non? Donc c'est un peu ça, quoi. Il y a deux choses que je me demande. Est-ce que nos médecins sont bien formés? C'est la première chose que je me demande. La deuxième, est-ce que nos médecins, au lieu de faire le boulot, ne le délèguent pas aux infirmiers, aux infirmières, aux sages-femmes, aux filles de salle? En fait, c'est les deux questions que je me pose. Maintenant, pour le fait qu'ils soient bien formés, je suis très mal placé pour répondre. Je ne pourrais pas vous dire exactement parce que je ne suis pas du domaine. Mais je crois que ces deux questions, c'est surtout ces deux questions qu'on doit vraiment se poser. Par rapport aux erreurs médicales, je pense qu'il ne faudrait pas trop en vouloir aux médecins parce que déjà, décider de donner sa vie pour sauver des vies, c'est déjà une grande chose. Voilà. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des erreurs médicales, mais je me dis que d'abord, tout est question d'application. Parce que, en réalité, quand tu décides de faire quelque chose, tu dois t'appliquer. Déjà, il y a beaucoup d'erreurs médicales qui sont dues à la négligence. Voilà, qui sont dues à la négligence. Et ça amène à faire des erreurs souvent fatales. Par exemple, je connais des cas où, par exemple, après des opérations, on dit par exemple qu'on a oublié un outil. Après une opération, qu'on a oublié un outil, peut-être après une opération dans le ventre. On dit qu'un fonctionnaire a normalement le droit de un horaire de 8 heures de travail par jour. Mais pour ma part, s'ils peuvent déjà revoir ça, parce qu'il y a d'autres médecins, ils accumulent tellement les patients jusqu'au point où ils sont fatigués. Donc, ils n'ont plus le temps de traiter certains comme il le faut. Et si d'abord l'État peut prendre en compte cela et revoir les horaires de travail, ça serait bien. Aussi, on ne peut pas dire qu'on peut bannir ça complètement. L'erreur humaine, ça arrive des fois. Mais il va falloir juste qu'ils prêtent un peu plus d'attention à ce qu'ils font. Et pour ma part, ça peut aller. Oui, Monsieur Dossoue, vous avez suivi comme nous. Les téléspectateurs, ils ont réagi. Ils ont parlé de manque de compétences. Ils ont parlé de problèmes de formation. Ils ont également parlé de négligence. Que répondez-vous à tout cela? Manque de compétences, c'est possible si c'est la personne qui n'est pas habilitée à poser l'acte qui la pose. Je prends un exemple tout simple. Une consultation médicale doit être faite par un médecin. Si ce n'est pas un médecin, ce n'est plus une consultation médicale. Donc les erreurs médicales sont celles commises par les médecins. Ouais. Quelqu'un a parlé d'une aide-soignante tout à l'heure. Ce n'est pas une erreur médicale, c'est une erreur... grosso modo, une erreur de soin, disons. Une erreur de soin. Voilà. C'est parce que le soin, il y a beaucoup de personnes qui apportent le soin. Mais là, elle a dit qu'elle voulait accoucher. On lui a dit qu'il faut lui presser le ventre. Elle dit que quand elle tombe malade, personne ne lui achète de médicaments. C'est l'aide-soignante qui a dit ça, selon les dires de la dame. Mais ça peut entraîner des complications. Oui, elle est allée à l'hôpital se faire soigner. Moi, je suis garant des médecins, là. D'accord. Tant que ce n'est pas un médecin qui est en face de l'acte à poser, ce n'est pas une erreur médicale. Mais lorsque ça se passe dans un hôpital? C'est une erreur de soin. Dans l'hôpital, il n'y a pas que le médecin. Dans l'hôpital, il y a le médecin, certes, parce que sans médecin, il n'y a pas d'hôpitaux, mais il y a aussi d'autres. Il y a l'aide-soignant, il y a l'infirmier, la sage-femme, le technicien de laboratoire, le radiologue, etc., le technicien de radiologie. Donc, il y a beaucoup de monde. Donc, tout le monde peut faire des erreurs. L'erreur est humaine, quelqu'un l'a dit. Oui. Mais venant des médecins, c'est grave parce qu'ils ont appris à poser des actes selon des règles précises. Oui. Et nous devrions nous y tenir et les poser selon les règles en question. Et quand nous dérogeons à ces règles, ça devient des fautes. Et je reviens sur le terme pour dire que quand c'est une erreur, c'est qu'on s'est trompé. Oui. Voilà. Mais vous savez, un des téléspectateurs, il a dit il y a de ces médecins qui confient les opérations aux aides-soignants. Oui, vous permettez très rapidement, vous allez revenir sur la question. Nous sommes déjà en direct avec Maître Saturnin Agbani. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des erreurs médicales. Est-ce que le mal est-il incurable? Si oui, pourquoi? Alors, dites-nous déjà, lorsqu'un client vous saisit parce qu'il estime qu'il a été victime d'une erreur médicale, est-ce qu'il a des chances que son dossier aboutisse? Oui, il a des chances pour que son dossier aboutisse. En fait, c'est un droit. C'est un droit qui lui est attaché.
Mais pourquoi ça n'aboutit pas souvent, généralement? Parce qu'à un moment donné, même l'avocat, nous avons une victime sur ce plateau qui a même essayé de voir un avocat et à chaque fois on lui dit le dossier est bloqué à un certain niveau. Pourquoi c'est souvent comme ça? Non, le problème, c'est notre contexte sociopolitique. Il faut dire que il y a beaucoup d'ignorance dans le domaine. Et en parlant également de cette question, il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de juristes, notamment ceux qui doivent examiner la question, qui ne connaissent pratiquement rien de la médecine. Vous voulez dire qu'il y a un corps spécifique au sein de la justice qui doivent connaître de ces dossiers, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. En fait, il faut que le juge puisse avoir les éléments nécessaires pour apprécier la question qui lui est soumise. Et généralement, quelles sont les informations, les documents dont le juge a besoin pour vraiment traiter convenablement ce sujet? Mais non, on a besoin par exemple du dossier médical. Oui. On a besoin par exemple du dossier médical, mais c'est la croix et la bannière d'obtenir le dossier médical au Bénin. Et les gens ne savent même pas qu'il faut faire des procédures pour l'obtenir. Et quand on fait des procédures, ce n'est pas évident également que le médecin puisse laisser le dossier médical. Pourquoi? Donc, mais ça, je ne pourrais vous le dire. Il s'appuie généralement sur le secret médical, alors que tout cela est réglé en réalité. Pour éviter que des informations ne soient mises à la disposition du public, et donc sous le couvert du secret médical, on refuse de se déposséder du dossier médical. Nous avons eu des cas où les juges d'instruction étaient obligés de faire le nécessaire, ont été obligés d'actionner les médecins, ont obligé les médecins à amener le dossier médical. Donc, il faut dire que les étapes que le dossier doit suivre pour que la victime soit indemnisée, ces étapes-là constituent déjà des obstacles. Quand la victime porte plainte, il faut que sa plainte soit examinée par le parquet, par le procureur. Il faut que le dossier soit envoyé devant un autre juge. Donc, il y a des étapes à observer. Et si sur ces étapes-là, il n'y a pas les éléments nécessaires, eh bien, le procureur, par exemple, peut décider que le dossier soit classé sans suite. Donc, c'est à l'avocat de faire le nécessaire pour que le procureur, pour que les juges aient les éléments nécessaires pour apprécier convenablement le cas qu'ils leur soumis. D'accord. Alors, lorsque le patient arrive à avoir gain de cause, quelles sont peut-être les sanctions qui sont applicables pour le dédommager également? Est-ce que c'est de façon numéraire ou bien quelle est la sentence souvent? En fait, généralement, c'est des dommages dont la réparation est pécuniaire. La réparation est pécuniaire. On peut voir condamner le médecin à payer une forte somme d'argent en guise de réparation de l'erreur. Il y a des décisions, il y a au moins une décision que moi je connais au de Cotonou où on a condamné quand même le médecin à payer une forte somme d'argent. Donc le problème, la décision est sortie, il faudrait maintenant que la décision soit exécutée. D'accord. Là encore, il y a un problème. Voilà, là encore, il y a un problème. Donc, il ne suffira pas pour la victime d'avoir en main une décision et de ne pas savoir quoi en faire. D'accord. Très bien. Donc, voilà. Alors, beaucoup estiment que si cette pratique à la peau dure dans les hôpitaux, c'est parce qu'on ne sanctionne pas sérieusement ou c'est parce que nous n'avons pas la culture de porter justement ces dossiers devant les tribunaux. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous avez à recommander justement ou à conseiller aux patients qui vont à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il faut faire si demain il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir gain de cause? C'est une question à double tranchant. Moi, je l'examine souvent à deux niveaux. Vous savez, il ne suffira pas de sanctionner les médecins pour dire que les erreurs vont être évitées ou vont être moindres. Le problème déjà, c'est qu'il faut sensibiliser, il faut responsabiliser les médecins. D'accord. Parce que les médecins aussi
ils ne sont pas forcément, n'appréhendent pas toute la responsabilité qui est la leur dans l'exercice des actes médicaux, dans l'exercice de leur profession. Ça, on l'a remarqué sur le terrain. Les sanctions, les plaintes, d'accord. Il faut également que les patients savent que c'est leur droit, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, d'aller devant la justice. D'accord. Et moi, je pense sincèrement que pour résorber ce problème, il faut une synergie entre la justice et la santé. Et vous allez voir progressivement, les gens se rendront compte qu'il faut saisir la justice. L'autre chose de contexte sociologique, c'est qu'il y a le fatalisme. Il y a le fatalisme quand, à la suite de ces erreurs, là, les gens décèdent. Bon nombre de citoyens estiment qu'ils ont déjà perdu leurs parents et que ce n'est plus nécessaire de porter plainte. Voilà. Alors, parfois, il est important de le faire pour qu'on puisse fouiller, pour savoir exactement à quoi est dû donc, le décès de ces gens-là. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maître Saturnin Agbani. Vous êtes avocat au barreau béninois. Merci pour votre contribution à ce débat. Très bonne journée. Merci, monsieur le journaliste. Je salue le plateau. Il vous salue également. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Alors, Président, vous venez de suivre avec nous les propos de Maître Saturnin Agbani. Que vous inspire alors son intervention? Ah non, je confirme ce qu'il a dit dans l'essentiel, et je pourrais même ajouter qu'il faut quand même sanctionner. Il faut surtout donner l'opportunité à une juridiction d'examiner le problème et de situer les responsabilités, parce que c'est une question de responsabilité. Et là, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous avons une juridiction interne. Oui. C'est-à-dire que l'ordre des médecins a une chambre disciplinaire. Et quand quelqu'un porte plainte, au niveau de cette chambre, on statue. D'accord. Elle est dirigée par une magistrate, donc c'est pas qu'on tripatouille les choses entre nous. Ah, donc, monsieur... je ne sais pas. Là, il a avancé quelque chose. Je n'étais peut-être pas là, parce que ça fait quand même 14 ans. Je suis président de l'ordre depuis 2 ans. Il peut vous saisir à tout moment. Bah oui, bien sûr, même aujourd'hui. Monsieur Tom, vous avez la chance d'avoir le président à côté. Donc, à la descente, vous allez le voir. C'est sûr. Bon, moi, je voudrais aussi réagir par rapport à l'intervention de l'avocat. Ouais. Quand j'ai fini de l'entendre, je me félicite. De ce que moi, je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas été un fataliste comme les autres. Et c'est pourquoi j'ai toujours pointé un doigt accusateur vers ceux-là qui ont connu ces cas. Mais qui se taisent. Et qui se taisent. Il faut en parler. Si eux, ils en avaient parlé comme je le fais aujourd'hui, peut-être que ce qui m'est arrivé ne m'arriverait pas. Mais vous savez... Et par rapport à ça, je suis convaincu que mes différentes interventions au niveau des radios et télévisions ont sauvé des vies à beaucoup de personnes parce que ça a donné l'occasion aux autres qui pouvaient se comporter comme l'autre s'est comporté de se ressaisir. Mais vous savez, ce n'est pas, comment dit-on, quelque chose qu'il faut encourager, mais il y a également certains qui pensent qu'on est typiquement un contexte africain et qu'il y a des réalités qui échappent parfois aux médecins, quelle que soit sa compétence, quel que soit tout le dispositif médical et opératoire qu'il a, il y a des choses qui lui échappent et lui-même, il n'arrive pas à se l'expliquer. Merci beaucoup. Celle que j'accuse, c'est cachée derrière cette réalité. Et elle a dit, quand elle dit, elle a fait ce qu'elle devait faire. C'est pour dire quoi? Nous devons aller chercher la cause de notre malheur. Si ce n'est pas du côté de la femme, c'est fortement du côté de son mari que je suis. Je ne parle pas d'ici, je répète que ce n'est pas une erreur médicale, mon gars. Non, ça a été clair, c'est une faute, le président de l'ordre l'a dit. Nos sorciers ne sauraient agir jusqu'à faire oublier l'oxygène dans un bloc opératoire. Bon, c'est pas possible. D'accord. En tout cas, c'est possible. On ne sait pas. Mais nous sommes en Afrique. L'oxygène doit être dans la salle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Excusez-moi. Nous sommes en Afrique. Oui. D'accord.
Mais pourquoi ne pas apprendre la médecine africaine et ils ont choisi d'aller apprendre la médecine française? Bon, là, c'est un autre débat carrément. C'est un autre débat. Il n'y a pas d'excuse par rapport à ça. Ils n'ont pas à se cacher derrière. C'est fait là. C'est trop banal ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, vous permettez rapidement, gardez bien aux choses que vous avez à dire, parce qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Les téléspectateurs qui nous écoutent réagissent, nous envoient des messages, des contributions et même des témoignages que nous allons partager avec vous très rapidement. Nous commençons par Monsieur Jacques Dossuyovo qui dit... Et à qui la faute? Il dit à tout le corps médical, car l'aide-soignant veut se substituer à l'infirmier. L'infirmier veut se substituer au médecin généraliste. Le médecin généraliste veut se substituer au spécialiste. Très souvent, oui, pour la plupart du temps, surtout chez les Béninois, le malade se trouve souvent en agonie. Premier pas vers la tombe avant qu'on ne l'envoie à l'hôpital. Souvent à cause de jetons, ils gardent par-devers eux les produits achetés par les parents des patients pour traiter certains malades qui n'ont pas été utilisés, soit parce que le malade a trépassé ou ne peut plus se faire administrer ce produit. Dans d'autres cas, ce sont eux-mêmes qui s'en vont les procurer dans le marché noir, toujours pour régler certaines urgences sans demander au préalable une analyse médicale. Parfois même, ce sont les parents même qui demandent si ces agents de santé peuvent les aider, car n'ayant pas les gros moyens. Souvent, puisque le vin est tiré, on le boit simplement, surtout si la personne meurt, car on pense déjà aux dépenses qui vous attendent. Forcément, mais tellement le présumé coupable gère les choses, envoûtement par exemple, de façon à ce que vous oubliez toutes ces procédures ou simplement ils s'entendent pour vous donner des justifications qui vous découragent. Oui, et il y a Madame Dorcas Togbenan, elle dit beaucoup de nos médecins sont distraits. Il faut les dénoncer. Ce qui est triste, c'est l'impunité. Ils tuent en série sans en répondre. Je souhaite qu'ils en fassent l'expérience au moins une fois pour comprendre. Et il y a Mélodie Ossa qui dit « Je vais juste narrer un cas vécu récemment par mon jeune frère. Il avait mal au niveau de l'un de ses testicules. Le médecin a demandé des analyses et autres. Après, il décide qu'il fallait attacher les testicules. Ce qu'il a fait une fois à la maison, les douleurs étaient plus atroces quand un de ses frères a fait appel à un collègue, à lui, spécialiste, qui a demandé qu'on l'amène aux urgences. Une fois là-bas, le diagnostic était contraire à celui du premier médecin et heureusement qu'on a fait vite, sinon il allait subir l'ablation de ses 2 testicules. On a voulu déposer une plainte, mais le spécialiste qui l'avait suivi à la fin nous l'avait déconseillé car selon lui, le diagnostic était aussi vrai à cause des symptômes observés qu'il voulait et qu'il a juste manqué d'approfondir, qu'il voulait aussi l'aider, que ce n'était pas sa faute. C'est pourquoi les expérimentés demandent souvent plusieurs avis de spécialistes avant les interventions, ce qui ne devrait pas être le cas. Oui, et Madame Elvire Loconan pense que la faute, que tout le monde est coupable, le malade qui ne connaît pas ses droits et qui prête flanc aux différents abus ou à ceux qui recherchent toujours les prestations à moindre coût et qui confient leur vie à des pseudo-médecins de quartier. À l'État qui est censé être garant de la formation du corps médical, de la décence des infrastructures sanitaires et de la qualité des services administrés, ainsi que la disponibilité du personnel soignant pour éviter des heures supplémentaires à risque. Le corps médical, dont beaucoup font preuve de légèreté, de sadisme et de cupidité. Et il y a Shamsdine Badarou qui dit « Après l'opération, on fait semblant d'oublier un instrument dans le ventre de l'homme, la distraction ou la méchanceté, question. » Il se le demande. Naya Lawson, elle dit « Sur la question, personnellement, elle n'a pas vécu, elle n'a pas de mots, c'est souvent arrivé, mais sous le silence coupable des responsables médicaux, parfois même du gouvernement. Il faudrait, selon elle, sensibiliser les agents de santé et parfois l'erreur est due à l'incompétence notoire et non à la distraction. Ces cas devraient être sanctionnés jusqu'à la dernière rigueur, les suspendre pendant une durée sans salaire, les traduire aussi bien les agents impliqués
que le centre sanitaire. Et Mme Claire Onkan-Ayemona dit ceci: à tout ce qui a été dit, je voudrais compléter deux choses. Il existe un code de déontologie médicale mal connu des acteurs, y compris de bon nombre d'agents de santé, et par conséquent non respecté. Ce code qui date de 1973, qui est difficilement accessible, doit être actualisé, vulgarisé et bien intégré dans le programme de formation des agents de santé. Dans la plupart des cas où l'on estime qu'il y a erreur médicale, c'est difficile d'en rapporter la preuve parce qu'il faut une expertise médicale ou une contre-expertise pour la soutenir. Malheureusement, par devoir de solidarité de corps, vous ne trouvez aucun médecin qui accepte de dire la vérité, sachant que cela peut ruiner la carrière de son confrère, sauf vraiment des cas extrêmes où l'erreur peut paraître évidente et difficile à camoufler. Même dans ce cas, le contexte sociologique favorise plus un règlement à l'amiable ou simplement une résignation avec remise à Dieu qu'une poursuite dont on n'est pas sûr de l'issue pour les raisons de preuves évoquées plus haut. Oui, et nous avons M. Guézo, il nous parle d'une situation... C'est Mme Éponyme Guézo. Ah, c'est Mme Éponyme Guézo, ouais. Autant pour moi. Elle dit, moi je parle d'un cas vécu pour ma cousine, mais j'étais à Cotonou lors de son opération par un grand professeur soi-disant qui a charcuté les intestins de ma cousine à l'hôpital pour ensuite oublier un coton dans son ventre découvert. Après suite à une infection et on l'a réopérée ensuite, elle a eu une inclusion intestinale et réopérée à nouveau par d'autres chirurgiens qui ont essayé de la sauver aujourd'hui. Elle a 8 opérations chirurgicales avec finalement une prothèse dans le ventre et des douleurs à vie. Wow. Les médecins ni les hôpitaux ne sont jamais responsables au pays. J'ai l'impression, parce que personne ne porte plainte, ni les attaques, ou j'ignore vraiment ce qui se passe au Bénin. Dans le cas de ma cousine, c'est incurable sans compter tous les frais générés depuis 8 ans. Le pire est que la majorité des victimes laissent tomber et ne portent pas plainte. J'ai voulu essayer pour ma cousine, mais elle ne voulait pas avec des raisons complètement insensées. Je pense que même s'il existe des institutions juridiques spécialisées dans ce domaine, il faut que la population, surtout chaque patient, soit informée et faire signer des contrats, même à ces charlatans médecins, avant le bloc, pour se protéger en cas de complications inexplicables. Et un dernier message très rapidement, c'est vrai que le temps est parti, mais nous allons lire ce dernier message. Il est de Dr Gypsy Agavoedo. Il dit: bonjour à tous, je suis Dr Gypsy Agavoedo, chirurgien, traumatologue, orthopédiste. J'ai été entièrement formé au Bénin et j'en suis fier. J'ai eu la chance de quelques années de stage en France. Je m'invite tardivement dans ce débat car j'ai passé toute ma journée à consulter et opérer. Primo, vous les intervenants avez tous raison, mais aucune de vos réactions ne permettra de vous donner des soins de qualité. J'ai vu et pratiqué la médecine des pays où les erreurs et fautes sont rares et punies. Je puis vous dire que je ne fais pas la médecine. La médecine des livres que j'ai passé 16 ans à étudier, je n'arrive jamais à la pratiquer. Autrement dit, nous pratiquons dans nos pays une médecine qui n'a pas de définition ni de codification. Croyez-moi, je sais de quoi je parle car je suis un praticien. La médecine dont nous rêvons tous, c'est d'abord la médecine des moyens avant les résultats. Moyens techniques comme humains, malheureusement, nous ne nous donnons pas ces moyens. Ces moyens sont extrêmement chers et ne peuvent être déployés que par l'État ou de grands groupes d'investisseurs. Je peux vous donner des exemples précis si cela est nécessaire, mais je tiens à dire que vous avez tous raison car vous ne demandez que la guérison. Oui. Voilà, assez de messages. C'est un sujet, vous l'avez compris, qui intéresse beaucoup de personnes. Vous avez noté des choses. Je vous laisse rapidement la parole pour réagir un peu là-dessus et nous allons passer la parole à M. Alphonse pour mettre un thème à ce débat. Merci, monsieur le journaliste. Je commence par le dernier intervenant, qui est un confrère que je connais et qui a parfaitement raison. On ne met pas l'État béninois, mais la plupart des États d'Afrique subsaharienne ne mettent pas les moyens pour que les
médecins ou le corps médical, le corps des professionnels de santé puissent travailler correctement. Bon, si, ils font des efforts, mais ces efforts sont très loin. Or, je prends Madame Claire Runga-Emona, que je salue, a soulevé un problème. Le code de déontologie médicale, il existe. Depuis 1973. Bien sûr, il existe. Il a le mérite d'exister. Par exemple, l'article 4 de ce code de déontologie médicale dit que le médecin n'a pas le droit de travailler dans des conditions qui pourraient porter préjudice à la qualité de ses œuvres. Donc du coup, en principe, on ne devrait pas soigner, on ne devrait pas travailler, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour travailler de façon optimale. Effectivement. Mais vous savez, tout n'est pas carré. Il faut bien apporter des soins et essayer d'améliorer les choses progressivement. Comme l'a dit Maître Agbani tout à l'heure, tout peut se faire, mais très progressivement, bien sûr, en insistant sur la mise en application de ce code qui est vieux, mais qui existe et que nous tentons de divulguer. D'actualiser, c'est un autre problème. Mais au moins divulguer que tous les médecins, je pense qu'en principe, aujourd'hui, le taux de médecins qui n'aient pas accès à ce code de déontologie doit être très faible. D'accord. Peut-être encore 10 ou 20%. En tout cas, Madame Claire Runga-Emona nous a envoyé ce code-là. Nous allons le lire et nous en faire notre breviaire également. Merci beaucoup, Monsieur Francis Dosso. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des médecins du Bénin. Infiniment merci d'être passé sur ce plateau. Je vous laisse la parole. Votre mot de fin, très rapidement. C'est que je ne saurais quitter ce plateau sans apporter cette précision. Et tout à l'heure... Dans les messages? Oui, dans les messages, ils sont revenus sur ça. Le président de l'Ordre des médecins aussi est revenu sur ça. C'est qu'on jette beaucoup plus de dévolu sur l'État béninois, sur l'État, qui doit faire des efforts. Bon, heureusement que celui qui est là est en train de faire vraiment des efforts. Mais là, je voudrais aussi pointer du bout du doigt le gouvernement de mon pays de cette époque-là, qui a autorisé que cette clinique-là, j'ai dit que ce mouroir abusivement appelé clinique a existé parce que c'est une maison de 2 chambres, un salon qui a été métamorphosé en un bloc opératoire. Vous imaginez? C'est un dortoir. Oui, mais vous savez, depuis lors, il y a des... Heureusement, vous l'avez dit, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a des aménagements. Il y a même des cliniques, il y a même de ces hôpitaux que vous décriez qui ont été fermés. Donc, c'est une action à encourager. Je dis chapeau à ce nouveau gouvernement. S'il avait été là, peut-être que je ne serais pas fait. D'accord, peut-être que votre réponse serait... Mais merci beaucoup, Monsieur Alphonse, et d'être passé dans cette émission. Infiniment merci. Je n'ai pas eu de droit de fin. Bon, ok, d'accord. Quelques secondes. Je vous donne 30 secondes. D'accord, le temps est parti juste pour dire que le thème est très intéressant, mais il est important qu'on fasse la part des choses entre l'erreur médicale et l'erreur de soins. D'accord. Médical, c'est quand ça concerne le médecin. Or, de plus en plus, on est informé, on ne devrait pas faire des erreurs. On devrait, si on fait mal, c'est habituellement une faute. Et la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins est là pour sévir. Tout à fait. Je voudrais quand même donner une information, c'est que nous sommes aujourd'hui 1er mars et c'est le lancement 1er septembre et c'est le lancement de la semaine du médecin au cours de laquelle nous allons apporter notre sang à la population. Donc il y a des événements de don de sang à la faculté des sciences de la santé aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord. Et puis dans d'autres départements, dans tous les départements du pays, les médecins viennent pour prouver leur attachement au bien-être de la population. D'accord. Merci beaucoup. C'est pour sauver des vies. Si vous êtes un donneur de sang, eh bien, joignez-vous au mouvement pour aller donner un peu de votre sang pour sauver des vies. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.